Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler de concertation et débat public, mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière d'agents, tout d'abord. Un arrêté qui fixe la liste des établissements publics de l'État pouvant faire bénéficier leurs agents de l'action sociale. Conseil supérieur de la FPT, ça y est, la répartition des sièges entre organisations syndicales est actée. La voici. Les acteurs de l'État dans et pour les territoires ont leur médaille de l'administration territoriale de l'État. C'est nouveau avec 300 personnes comme contingent pour cette année. La CEDH Toulouse a rendu un arrêt intéressant sur les conséquences à tirer, quant à la légalité d'une décision administrative, de l'annulation opérée par le juge judiciaire, de l'exclusion d'un syndicat local d'une fédération de syndicats. Et la CEDH de Marseille, quant à elle, a rendu une décision intéressante, alors on est en restauration scolaire, sur les procédures à respecter en matière d'accord collectif relatif au service minimum, et si ces procédures ne sont pas respectées, quelles conséquences ensuite, concrètement, quand il y a une grève. Abordons maintenant le droit des contrats. Alors, depuis le 27 décembre 2022, il n'est plus possible d'utiliser les anciennes clauses contractuelles type, faites par la Commission européenne, en matière de données. Donc il faut utiliser les nouvelles mises à jour en 2021. Et puis, 2 arrêtés du 22 décembre 2022 sur les données essentielles, donc à publier en matière de marché public, d'une part, et de concession, au sens large de cette expression, d'autre part. Et modification, on l'attendait, des CCAG par un arrêté du 29 décembre 2022. CCAG toujours, mais les anciens, ceux de 2009, on a le Conseil d'État qui nous a rendu un arrêt intéressant sur les procédures à respecter quand il y a un mémoire en réclamation en cas d'application du CCAG travaux de 2009. En matière de réseau, deux informations. Un, quand j'ai un déplacement de ma voirie ou d'un ouvrage d'art, si c'est dans l'intérêt de la voirie, les réseaux souvières doivent être déplacés aux frais de l'exploitant de ces réseaux. Oui, mais dans le cas des hydrocarbures, en l'occurrence sous le pont de Tancarville, le texte est un peu différent et permet que, en toute légalité, des conventions aient d'autres stipulations qui peuvent du coup entraîner des coûts, par exemple à la charge du gestionnaire de l'ouvrage routier ou en l'occurrence du pont, et non pas de l'occupant souvière. Et publication de l'arrêté fixant la liste des réseaux de chaleur et de froid qui sont classés dans un nouveau cadre juridique. En matière d'eau, on a dit dans notre dernier numéro qu'il y a eu une ordonnance et 2 décrets importants pour la transposition au droit français de la directive eau potable. Et à la suite de tout ceci, il y a eu une flopée d'arrêtés que voici et qui sont pour certains d'entre eux importants. Et puis évidemment, comme toujours, en fin d'année et en début d'année, grosse actualité financière avec une réforme de régime de l'indemnisation des catastrophes naturelles, une réforme par décret des règles d'installation, de remise des services et d'intérim en matière de comptabilité publique, de compta public, ajustement comptable. On a vu la dernière fois toute une série d'ajustements d'un certain de comptabilité publique. Dans les tout derniers JO de l'année 2022, on a eu les derniers ajustements comptables, cette fois-ci sur la M57 et la M4. Et puis, le décret est sorti sur les règles de neutralisation financière pour les transferts de compétences faits en application de la loi 3DS, et un autre décret sur le FSR et le comité des finances locales, et puis encore un autre décret sur un cadre juridique qui se retrouve fixé et surtout pérennisé sur les centres de gestion financière. En matière d'élection, un décret avait déjà un petit peu déverrouillé le financement participatif, crowdfunding, mais pas assez, et c'est ce que vient de nous dire le Conseil d'État. Le crowdfunding électoral est plus déverrouillé encore, devra l'être. Et puis, une décision très importante du Conseil d'État du 22 décembre nous dit que dans le cadre de la loi engagement de proximité de 2019, oui, le maire peut ordonner la démolition, et ce au besoin sous astreinte, d'une construction illégale. Dans quelles conditions ? Je vous ai mis quelques détails ici. Et puis en matière d'enfance, à noter une série de textes, décrets et référentiels importants en matière de protection de l'enfance. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, concertation, débat public, mode d'emploi. Alors, pour un avocat, les procédures de concertation et de débat public sont des étapes délicates, car souvent on a des maîtres d'ouvrage qui le vivent encore un petit peu à l'ancienne comme étant une communication descendante qui ne passe pas du tout. Et quand des intervenants spécialistes comme nous sommes invités, c'est avec un rôle d'expert qui n'est plus du tout accepté comme il l'était il y a 10, 15 ou 20 ans.
Donc ça nécessite vraiment un savoir-faire pour que ça ne soit pas une foire d'empoigne, ni un défouloir, et qu'il y ait de vraies avancées, un savoir-faire important. Ce savoir-faire est essentiel et encore une fois, nous ne sommes pas uniquement au stade de l'enquête publique. D'ailleurs, on avait fait ensemble une vidéo, voire la vidéo qu'on a faite sur les enquêtes publiques. On est bien sur une autre étape de la décision publique et où il est d'ailleurs utile que celle-ci ne soit pas encore totalement actée parce que sinon ça va se sentir, les gens vont se rendre compte que le débat public ou la concertation ne sont là que pour faire joli, que pour faire apparence et vont en vouloir aux porteurs du projet. Comment du coup gérer ceci au stade de la concertation, au stade des échanges, au stade des réunions publiques? Comment porter ceci? Eh bien, j'ai voulu voir cela avec vous et surtout avec deux spécialistes qui sont des experts en la matière et dont les travaux sur le terrain m'ont souvent impressionné. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Commençons par toi, Gilles Laurent. Tu as, je crois, 3 conseils. Alors on va se dire, des conseils évidents. Eh bien justement, ce sont de fausses évidences, c'est ça? Bien connaître l'objectif de la discussion, bien connaître les participants de la discussion et leur donner les outils qui vont leur permettre effectivement d'entrer dans la discussion et d'avoir un impact positif sur le projet. Et vous, Vincent, c'est 3 mots-clés qui résument vos conseils. Il y a 3 mots. Informer, cadrer et ouvrir. Bien définir le champ de la concertation semble une première évidence, alors qu'en réalité c'est une étape complexe, stratégique et souvent piégeuse. Comment définir ce champ justement, Gilles Laurent? Savoir précisément de quoi l'on parle et de quoi l'on ne parle pas. Quelles sont les décisions qui ont déjà été prises, dont on ne parlera pas, et quelles sont les marges de manœuvre, celles qui permettent d'avoir un impact sur le projet, d'avoir une influence sur celui-ci, de l'améliorer, de faire en sorte qu'il corresponde plus et mieux aux attentes et aux demandes des différentes parties prenantes. Cette définition des objectifs, elle concerne aussi le périmètre du projet, et son périmètre géographique. Quelquefois, il est utile de discuter uniquement avec la riverainté immédiate, quelquefois parce que le projet est plus complexe, parce qu'il a un impact sur un territoire plus important, il faut définir un périmètre géographique nettement plus important que la simple riverainté. Et souvent on confond, à tort, concertation et communication verticale. Mais pour ceux qui veulent jouer le jeu, parfois on oublie totalement de communiquer, alors qu'il faut au minimum informer. Comment le faire? Informer, c'est fondamental. Si on veut avoir un débat de bonne qualité, il faut que l'ensemble des participants puissent avoir une information complète et sincère. C'est la première chose, sinon il n'y a pas de bon débat. Ce qui pose la question des informations, justement, à apporter aux différentes parties prenantes. Qu'en as-tu à nous en dire, Gilles Laurent? Sur le projet, sur ses objectifs, sur ses avantages, sur ce qu'il peut apporter, mais aussi sur les risques de nuisance, les risques qu'il peut comporter pour les différentes parties prenantes. Pour la maîtrise d'ouvrage, ça peut être contre-intuitif de dire quels sont les risques de son projet, mais dans tous les cas, les risques, ils seront repérés, imaginés, dénoncés par les parties prenantes dont les intérêts sont mis en cause. Donc il est plutôt utile, en réalité, de montrer le projet sous toutes ses faces et de les mettre à discussion. C'est sans doute l'un des meilleurs moyens que l'on puisse trouver dans matière de concertation pour améliorer le projet, trouver des solutions aux différentes difficultés qu'il pourrait apporter. Et c'est aussi un bon moyen pour mobiliser plus et mieux l'ensemble des parties prenantes, y compris celles qui sont favorables au projet. C'est celles qui sont les plus difficiles à mobiliser et c'est celles avec lesquelles le dialogue doit pouvoir avoir lieu, puisque, je le rappelle, la concertation, ça n'est pas un dialogue uniquement entre le maître d'ouvrage et chacune des parties prenantes. La concertation, c'est un dialogue entre l'ensemble des parties prenantes, y compris le maître d'ouvrage. C'est le meilleur moyen d'améliorer le projet que de faire discuter toutes les personnes qui sont concernées par le projet. Ce qui conduit à devoir bien cadrer le débat, ce qui, je crois, Vincent, est un autre de vos mots d'ordre. Hein. Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont un intérêt au projet, ou plus exactement, toutes les personnes physiques ou morales dont le projet va peu ou prou transformer l'avenir, de façon évidemment plus ou moins importante.
Ces parties prenantes, certaines seront bénéficiaires, vont tirer des avantages de ce projet et d'autres n'en tireront pas davantage, peut-être même seront-elles gênées ou leurs intérêts seront-ils en contradiction avec le projet. Ce qui est important, c'est de connaître l'ensemble des motifs de concernement des parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des raisons pour lesquelles chacune des parties prenantes a une raison de considérer que ce projet concerne ses intérêts, de façon positive ou négative. Bien connaître les parties prenantes, c'est en faire la liste, les connaître, éventuellement les rencontrer avant la concertation, de façon aussi peut-être à enrichir les objectifs de celle-ci en ayant une meilleure vision de ce que les parties prenantes souhaiteraient discuter à l'occasion de ce projet. Cadrer le débat, parce que ce débat doit être sincère, il doit être transparent. Et donc, si on laisse penser aux gens qu'on peut débattre sur tout, tout changer, tout bouger, dans un projet par exemple, il y aura forcément des déceptions. Et ce qui est important, c'est que les participants sortent en ayant l'impression, voire même la certitude, qu'ils ont été écoutés et qu'ils participent à la décision par leurs avis. Donc il faut cadrer le débat, il faut qu'il y ait des invariants. Ce qui va être dans un projet incompressible, qui ne va pas pouvoir bouger parce que c'est trop complexe, trop compliqué, il faut le dire aux participants pour que le débat puisse se faire sur des sujets sur lesquels ils peuvent apporter leurs idées, leurs opinions et éventuellement une co-construction des choses qui sont en débat justement. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir, à bientôt. merci. Au revoir et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.